Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette édition de 22 heures. Voici les titres de cette édition. La délégation somalienne continue sa visite à Djibouti. Pour les actualités internationales, le FMI encourage les investissements pour la résilience climatique de l'Afrique dans le COP27. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous recevez dans cette édition le journal au complet à présent, je vous disais dans les titres, le Premier ministre somalien, accompagné d'une forte délégation en visite de travail de 3 jours à Djibouti, a été honoré d'effectuer des visites de plusieurs infrastructures économiques du pays, notamment le département de la fibre optique de Djibouti Telecom, le port de Djibouti, le port DMP et la zone franche de Djibouti Tower. La délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre et accompagné par le ministre des Communications chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullahi Pardon, et son collègue de l'énergie, M. Younis Ali Ghedi, ont continué sa tournée en se rendant aux différentes infrastructures portières de notre pays. La délégation du Premier ministre somalien s'est rendue successivement aux infrastructures portières de notre pays, en commençant d'abord du port DMP, où il a été reçu par le président des autorités de port et des zones franches, M. Abubakar Omar Hadi. Après un accueil chaleureux, la délégation a eu droit à des explications relatives aux différentes activités portières. D'abord, les différents portiques et les différents quais qui auront le port DMP, un port très compétitif et du premier rang. La délégation a été conduite au point d'interconnexion entre le port et le rail du train qui achemine ou décharge les marchandises. Les infrastructures portières sont le fleuron, le poumon économique de la République de Djibouti. Puis la délégation s'est déplacée au deuxième grand port construit par la Chine, où le DG, M. Jama, a reçu la délégation avec enthousiasme. La délégation somalienne a suivi avec intérêt les détails techniques sur les opérations, les activités des différents ports de notre pays, qui sont l'une des meilleures infrastructures portières de la région. Pour clôturer la visite, à la première phase de sa visite aux zones franches Tower, le premier à la Corne de l'Afrique, le président de l'autorité portière et des zones franches a reçu à nouveau la délégation somalienne. Au cours de la visite à la zone franche, le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed a rejoint la délégation malgré son emploi très chargé. Lors de cette entrevue, une présentation détaillée sur le développement des ports en Somalie a été faite au hôte. À cette occasion, les autorités de la zone franche ont exposé à cette occasion leur ambition d'investir et de collaborer avec les ports somaliens. Avant le déjeuner, le Premier ministre djiboutien a offert à son collègue somalien un cadeau octroyé par les autorités des ports et des zones franches. Lors de cette entrevue, une présentation détaillée sur le développement des ports a été faite à Divts. Le Premier ministre de la République fédérale de Somalie a eu l'occasion également de visiter l'entrepôt de la société Mamou Foodstuff. Rappelons que Mamou Foodstuff Trading, qui appartient aux premiers investisseurs somaliens du Divts, possède un terrain de 5000 mètres carrés pour un projet d'entrepôt visant à stocker leurs matériaux. Notons la présence au cours de la réunion des membres du gouvernement de l'ambassadeur djiboutien en Somalie et l'ambassadeur somalien à Djibouti aussi. La visite officielle de la délégation somalienne à Djibouti permettra de renforcer davantage les relations bilatérales des deux pays frères liés par des intérêts communs, membres des organisations régionales comme l'IGAD, continentales comme l'Union africaine et tous deux membres de la Ligue des États arabes. Ensuite, la délégation somalienne conduite par le Premier ministre de la Somalie, M. Hamza Abdi Barre, et comprenant des hauts responsables du gouvernement somalien, ont poursuivi leur visite aux infrastructures publiques de la République de Djibouti durant leur deuxième journée de leur mission officielle. La délégation somalienne s'est rendue successivement sur le site de Djibouti Telecom de Haramous, dans les infrastructures portières. À son arrivée sur le site de Haramous de Djibouti Telecom, le Premier ministre somalien et sa délégation étaient accompagnés par le ministre djiboutien de la Communication, M. Redouane Abdullahi Pardon, et toujours le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Ghedi, et des hauts responsables de Djibouti Telecom, dont le directeur général, M. Mohamed Assoué.
Le Premier ministre somalien a été accompagné par une importante délégation ministérielle dont le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, le ministre de l'Intérieur et des hauts responsables également. La délégation a suivi avec intérêt les explications et les capacités techniques du site de Djibouti Telecom, qui est le principal point d'arrivée des câbles sous-marins qui relient notre pays à l'ensemble du monde dans le domaine de la communication et d'éthique. Toujours dans le cadre de la visite de courtoisie effectuée par la délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien en visite de travail à Djibouti, son Excellence M. Hamze Abdi Barre, le chef du gouvernement somalien et sa délégation le chef de accompagné par le ministre des Communications chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdullahi Pardon, et son collègue de l'énergie, M. Younis Ali Ghedi, s'est rendu à Arta, la ville où a eu lieu en 2000 la renaissance de l'État fédéral de la Somalie et l'accord de paix qui avait abouti à la formation du premier gouvernement de la 5e République. Les autorités de la région d'Arta ainsi qu'à la société civile ont réservé un accueil chaleureux à la délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien M. Hamze Abdi Barre. Par la suite, le Premier ministre somalien a inspecté le grand terrain très connu, le lieu de la paix où il a eu droit à des explications relatives les événements de négociation de paix qui s'est tenu à ce lieu historique. À cette occasion, le Premier ministre somalien a planté un arbre dénommé l'arbre de la paix pour commémorer l'accord de paix négocié l'an 2000 à Arta. Notamment, les autorités de la région ont offert à cette occasion au Premier ministre des cadeaux et la cérémonie se clôturait avec une belle photo de famille. C'est au tour du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Ghedi, de recevoir ce matin dans son cabinet son homologue, le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, son Excellence M. Abdelrazak Omar Mohamed, membre de la délégation somalienne qui accompagne le Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, M. Hamze Abdi Barre, qui séjourne à Djibouti depuis hier dans le cadre d'une visite officielle en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, M. Mohamed Ibrahim Youssouf. Au centre des échanges entre le ministre Younis Ali Ghedi et son hôte de marque, l'excellence et la qualité des relations bilatérales d'amitié et de coopération historique et privilégiée qui lient les deux pays frères et amis, ainsi que le voisin moyen de les développer davantage, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Après la projection sur une présentation des missions, des activités menées par la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, au cours de cette réunion de travail fructueuse, les deux parties ont convenu d'œuvrer en faveur du renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier par la mise en place d'un partenariat stratégique durable, gagnant-gagnant, profitable aux deux pays et aux deux peuples frères et amis. Les deux ministres ont en outre affirmé leur volonté commune de poursuivre les concertations par la constitution d'un comité technique sectoriel chargé de définir les axes et les contours de cette future coopération, ce afin d'approfondir les synergies entre les deux pays. Pour sa part, le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales a pour sa part d'abord remercié le ministre Younis Ali Ghedi pour son accueil chaleureux et sa présentation de perspectives de développement du secteur énergétique de Djibouti ainsi que les opportunités de coopération entre les deux départements ministériels. À noter enfin que le secrétaire général du ministère, les conseillers techniques du ministre, le directeur des hydrocarbures, le directeur des ressources naturelles, M. Aden Nahaid, ainsi que les cadres de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti ont pris part à cette réunion de travail. Le ministre Younis Ali Ghedi a, dans son intervention, expliqué à son homologue somalien les grandes lignes de la politique énergétique nationale avant d'évoquer les différents domaines possibles de coopération axés sur les hydrocarbures entre Mogadiscio et Djibouti.
Toujours dans cette visite de 48 heures de la délégation somalienne, une délégation somalienne conduite par la ministre de la Femme et des Droits de l'Homme, Madame Khadija Mohamed Diriye, est venue rendre une visite de courtoisie ce mercredi 9 novembre 2022 à son homologue, Madame Mouna Ousmane Aden, la ministre de la Femme et de la Famille. Reçue avec tous les honneurs au sein du ministère par Madame la ministre et son staff, la ministre de la Femme et des Droits de l'Homme a eu un moment d'échange convivial durant lequel les deux parties ont échangé sur leur mission et prérogatives respectives, ainsi que les actions prioritaires dans le domaine de l'autonomisation de la femme, de la mise en place d'un environnement propice au développement de l'enfant et la promotion du bien-être familial. Après cet échange fructueux, la mission fut acheminée vers le Dariel, le centre de protection de l'enfant, pour une visite guidée des différents centres en charge de la protection et du développement de la petite enfance. Après l'accueil et les civilités habituelles, les responsables des deux centres ont fait visiter à nos hôtes les chambres des enfants, la crèche, la garderie, les salles de classe et le reste des espaces aménagés pour leur bien-être. Et pour clôturer sa tournée, la délégation se rendue au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, où l'attendaient des responsables civils et militaires. La délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie avec des chants et danses traditionnelles et une aide de personnalités civiles et militaires. Là encore, le tour de propriétaire de la propriété a été fait pour nos invités afin de leur faire découvrir les opportunités offertes aux enfants et jeunes filles djiboutiennes pour leur épanouissement. Après un mot de bienvenue prononcé par la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Belil, la secrétaire générale de l'UNFD a expliqué le rôle crucial que joue l'UNFD pour le développement du pays et plus particulièrement pour l'amélioration de la condition de vie des femmes. La ministre de la Femme et des Droits de l'Homme somalienne, Mme Khadija Mohamed Diriye, a dans son allocution remercier le président de la République de Djibouti, son Excellence El Hadj Ismaël Marguelé, pour sa contribution inestimable dans tous les domaines, en particulier pour la stabilité et la sécurité du pays. À la fin de cette rencontre, la ministre de la Femme et de la Famille djiboutienne, Mme Mouna Ousmane Aden, a salué l'excellente relation fraternelle qui existe depuis longtemps entre Djibouti et la Somalie, en assurant que la République de Djibouti ne ménagera aucun effort pour soutenir leurs frères et sœurs somaliennes. Autre actualité nationale, l'un des événements phares de cette année, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a présidé ce matin un atelier qui a porté sur la déclaration au service des citoyens dans son acronyme, le DSC. La déclaration au service des citoyens n'est autre qu'un vaste programme visant à améliorer les prestations administratives. Ce projet vise à revitaliser l'amélioration de l'administration publique à travers la mise en place de la déclaration du service aux citoyens. En effet, cette déclaration reflète les engagements du ministère en matière de qualité de la prestation de ces services offerts à la population, aux entreprises, aux institutions et aux organismes. Par ailleurs, l'enracinement des valeurs de la déclaration de services aux citoyens au sein de l'administration djiboutienne reste une des préoccupations majeures des secrétariats exécutifs chargés de la réforme de l'administration, connus sous les acronymes du SECRA. Ce matin, cet atelier a rassemblé le haut cadre de l'administration, du secteur privé, mais aussi la société civile. Des ministères quant au niveau de la qualité des services offerts aux citoyens. La charte de la DC, Monsieur le ministre, contient des mesures standards telles que le port de badge, l'espace d'accueil pour les usagers, mettre en place des tableaux de blancs de masse qui indiquent les orientations des usagers, affichage des bureaux, mettre en place des boîtes de doléances, des lignes vertes, etc. Et la deuxième mesure spécifique consiste au respect des délais de traitement des courriers. Donc, si je cite, après
une fois qu'on a nommé des points vocaux, une évaluation a été menée par les experts canadiens et on a vu que presque 70% des ministères ont bien impliqué. Dans son allocution, le ministre du Travail a déclaré que l'objectif de cet atelier était d'améliorer la qualité des services. Cela a-t-il dit, ajouté les défis majeurs lancés à notre politique publique. On écoute le ministre. Pour vous tous, y compris moi-même, d'un contrat moral vis-à-vis de nos usagers pour leur garantir un service rapide, de qualité. L'objectif visé par cette déclaration est, dans un premier temps, d'instaurer une véritable culture des services au sein de notre administration afin que nos compatriotes reçoivent les services qu'elles ont droit et qu'ils attendent de nous. Le respect, l'accueil, la courtoisie et la diligence envers eux. Cette démarche citoyenne doit être un levier pour corriger les lacunes. C'est un des points de cet ordre du jour que vous allez y plancher pendant les 2 jours qui arrivent, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. La finalité de la DSC est de constater un réel changement qui doit se traduire sur le terrain, non pas sur le bureau. Sur le terrain, pourquoi j'insiste? Parce que certains départements ministériels ont fait un excellent travail. Je les encourage, je leur dis bravo. D'autres ont fait des relâchements, n'ont pas pu avancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui les retient? Donc, nous avons tous ensemble une responsabilité pour que nos usagers de l'administration puissent être satisfaits de nous. On écoute la réaction recueillie auprès du secrétaire exécutif en cette occasion. De cet atelier est de réactualiser pendant une rupture des activités de la DSC grâce à l'arrivée du bandit de Covid-19, le ministre du Travail chargé de la réforme a ordonné de réactualiser, revitaliser la déclaration de services aux citoyens. L'objectif de la charte de la DSC est comment offrir un service de qualité à l'ensemble des populations de la République de Djibouti. Dans l'ensemble des ministères, un premier groupe a été implanté leur DSC, un deuxième groupe a été implanté leur déclaration de services aux citoyens et finalement, actuellement, les nouveaux ministères nouvellement créés ont eu une nouvelle charte et elle sera signée lors de cet atelier. Donc, finalement, on demande à l'ensemble des départements ministériels qu'il accueille les usagers, qu'il accorde des services de qualité à la population. Et nous avons passé au stade de l'implantation, nous allons passer le stade de mettre en application un décret de la déclaration des services aux citoyens et maintenant on va arriver à une assurance qualité totale pour que les usagers bénéficient d'un accueil chaleureux à l'ensemble des départements ministériels. Nous continuons avec le Nouvelle National. Ce matin, mercredi 9 novembre 2022, a eu lieu au ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation une importante cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement de Djibouti, représenté par la ministre Mariam Hamadou Ali, et les 3 banques islamiques, la Sabah African Bank, la Salam African Bank et la East Africa Bank. Ce partenariat est établi dans le but de mettre en place le financement nécessaire dédié au développement d'un portefeuille de microfinance islamique. Les 3 banques islamiques ont accepté de participer au développement économique de nos régions de l'intérieur en proposant des produits de microfinance islamique. Son Excellence Madame Mariam Hamadou Ali, ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, s'est réjoui de cet événement qui est historique pour notre pays. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance islamique, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le chef de l'État avait également précisé que les principaux enjeux et défis étaient d'apporter des réponses appropriées aux problématiques liées
au financement des très petites et moyennes entreprises et d'inclusion financière des plus démunis. Par conséquent, cela fait longtemps que le gouvernement souhaite attirer des institutions à implémenter la microfinance islamique dans nos régions qui ont un besoin de financement. Ce souhait est aujourd'hui une réalité. L'événement auquel nous participons aujourd'hui est une réponse à ces problématiques relevées à l'époque par le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Les dirigeants des banques islamiques ont quant à eux accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce partenariat stratégique qui convient de qualifier de projet pilote de microfinance islamique. Ils se sont engagés aux côtés du gouvernement à soutenir les prises d'initiatives privées de nos compatriotes dans nos régions qui ont l'intention de développer leur activité. Nous allons écouter à présent les dires de la ministre. On écoute. Le concours de la Banque islamique vise à implanter une ligne de financement dédiée au développement d'un portefeuille de microfinance islamique en partenariat avec les banques islamiques locales en vue de renforcer l'auto-emploi et réduire les inégalités économiques et la création d'emplois directs et indirects induits par les projets financés. Les 3 banques islamiques qui sont présentes aujourd'hui avec nous ont accepté de participer au développement économique de nos régions de l'intérieur en proposant ainsi des produits de microfinance islamique. Comme nous le savons tous, la pandémie du Covid-19 a entraîné des conséquences néfastes pour l'économie de nos régions. Ces propositions de services de microfinance islamique permettront de démarrer les activités de nos entrepreneurs et de développer le secteur privé de nos régions. Les banques que vous êtes aujourd'hui, vous allez déployer ces services de microfinance au courant de l'année 2023. Il est utile de rappeler les atouts et la spécificité de la microfinance qui réside dans la proximité de la banque auprès de sa clientèle. Le chef de l'État, lors d'un forum sur la microfinance, avait exprimé sa préoccupation et détermination à soutenir ceux de nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour renforcer la protection des enfants contre la poliomyélite, le ministère de la Santé a organisé avec l'appui de ses partenaires du 10 au 14 octobre 2022 une campagne de vaccination contre la poliomyélite ciblant plus de 156 000 enfants âgés de moins de 5 ans dans tout le pays. Sur la cérémonie de restitution de l'atelier sur la campagne de vaccination contre la polio a vu la participation des équipes de l'UNICEF et de l'OMS. Quant à l'objectif de cet atelier, il s'agit de faire le retour d'expérience sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite afin d'améliorer la qualité au 4e tour qui se déroulera du 26 au 30 novembre 2022. En son intervention, le secrétaire général a souligné que du fait de sa position géostratégique, Djibouti est un point de passage privilégié pour les grands flux migratoires en provenance ou à destination de la péninsule arabique. Cela constitue un risque additionnel d'importance de poliovirus qui circule dans les pays voisins. Comme ça a été fixé par les organisations internationales OMS, UNICEF. Mais jusqu'à présent, le monde n'a pas réussi à éradiquer complètement la poliomyélite. Et nous constatons donc avec regret que nous faisons face à la réapparition des cas, notamment dans les environnements de polio qui circulent. S'il y a des virus dans les eaux usées, c'est que ça vient de quelque part des enfants. Nous avons beau à dire que ça vient de l'extérieur, mais le risque est pour les enfants de Djibouti. Donc, tant que nous n'avons pas 95% de couverture vaccinale de routine, nous serons obligés de faire des campagnes régulières de poliomyélite. Toujours dans les actualités nationales, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a accueilli une forte délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est, ou ISF dans son acronyme anglais,
conduite par le chef d'état-major interarmé de l'ISF, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, et par le colonel Mohamed Barkrad, l'assistant du brigadier général en administration et finances. Les longues discussions entre les deux personnalités ont principalement porté sur le rôle important que joue cette force dans notre continent. À cet effet, le brigadier général a félicité la police djiboutienne pour ses nombreuses participations aux différentes missions de maintien de la paix dans les pays en conflit. Plusieurs officiers supérieurs de la police nationale ont pris part à cette rencontre qui s'est refermée avec les échanges de cadeaux et la traditionnelle photo de groupe. Toujours la délégation de l'ISF conduite par le chef d'état-major interarmé de l'ISF, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, accompagné du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, s'est rendu dans les locaux de la police technique et scientifique. Accueillis à leur arrivée par le commandant de la police technique et scientifique, le commandant Farhan Abdou Raghib, ils ont pu visiter les différentes entités de cette structure qui abrite du matériel de très haute technologie. En effet, sous l'impulsion du directeur général de la police, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, la police technique et scientifique de Djibouti dispose d'équipements uniques dans la Corne de l'Afrique. À ce titre, le commandant Farhan Abdou Raghib n'a pas manqué de mettre l'accent sur les avancées entreprises par la police nationale en matière de recherche de tout type d'empreintes. Toujours dans la même matinée, la délégation de l'ISF s'est rendue à l'académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad. Après le passage en revue de piquets d'honneur des raids, le brigadier général Ousmane Mohamed Abbas, accompagné de hauts officiers de la police nationale, s'est entretenu avec le directeur de l'APIFA, le commandant Omar Youssouf Omar, qui a profité de cette visite de courtoisie de la délégation de l'ISF pour présenter l'académie de police. C'était fait, en effet, cette académie qui accueille depuis déjà plusieurs années les formations de policiers somaliens ambitionne de devenir dans les années à venir un centre régional d'excellence en matière de formation pour les policiers de l'Afrique de l'Est. La visite de l'APIFA de la délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est s'est clôturée par un échange de cadeaux et la photo du groupe. A noter que la force en attente de l'Afrique de l'Est est une organisation régionale dont le mandat est de renforcer la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des 5 forces multidimensionnelles régionales de la force africaine en attente, composée de composantes militaires, policières et civiles. L'ISF a été créé en tant que mécanisme régional pour fournir une capacité de déploiement rapide de force afin d'effectuer un déploiement préventif, une intervention rapide, des opérations de soutien ou de stabilité de la paix et l'imposition également de la paix. L'ISF est actuellement composé de 10 États membres signataires en 2005 du protocole d'entente portant sur l'établissement de la force en attente de la région de l'Afrique de l'Est, à savoir le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan et l'Ouganda. Concernant l'entrée et le séjour, un communiqué en provenance du ministère de l'Intérieur concernant l'entrée et le séjour des étrangers en République de Djibouti, le présentant ce soir dans notre journal un communiqué du ministère de l'Intérieur concernant l'entrée et le séjour des étrangers en République de Djibouti. L'étranger qui entre légalement et séjourne au-delà de la durée autorisée par son visa est soumis à des sanctions selon les modalités suivantes. Pour un dépassement n'excédant pas 90 jours, la sanction est de 40 000 francs Djibouti. Pour un dépassement de plus de 90 jours, la sanction est doublée avec 80 000 francs Djibouti. La pénalité est payée en échange de la délivrance d'un titre de séjour complémentaire qui doit impérativement comporter toutes les informations relatives au visa initial d'entrée à Djibouti. En cas d'incapacité à payer le montant, la personne sera punie de 3 à 6 mois d'emprisonnement et d'une interdiction d'entrée en République de Djibouti pour une période de 2 ans. Les pénalités seront perçues au poste officiel de sortie de la police de l'immigration contre remise d'un reçu du Trésor public. Et enfin, nous sommes vers la fin de cette édition des 22h. Pour les actualités internationales, l'Afrique est l'une des zones les plus durement touchées par les effets de la crise climatique. Pourtant, les financements pour y faire face lui font défaut. Le président de la Banque africaine du développement, des chefs de gouvernement et la directrice du FMI étaient réunis ce mardi en marge de la COP27 en Égypte pour accélérer le financement de l'adaptabilité
du continent. Le ministre britannique des Affaires étrangères a promis mardi que son pays financera à hauteur de 200 millions de livres un nouveau mécanisme destiné à allouer des fonds pour soutenir les pays vulnérables dans leur engagement en faveur de l'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Ce dispositif est mis en place par le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.